Télé 50, merci de nous avoir choisis pour vous informer. On commence avec cette information. Évariste Bochab, accompagné du ministre d'État à la décentralisation et du ministre de la Défense, poursuit sa mission de réconfort aux populations victimes des atrocités des ADF au Nord Kivu. Après l'étape de Goma, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est arrivé jeudi à Béni, où il a appelé les populations à collaborer avec l'armée et les services de sécurité. Et pour en parler, nous sommes justement en ligne avec l'attaché de presse du vice-premier ministre, Pero Luara. Alors, Pero, bonjour. Dis-nous comment se présente le programme du vice-ministre sur place. Effectivement, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab, est arrivé hier à Béni en début d'après-midi après une escale de 24 heures à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Évidemment, le vice-premier ministre est arrivé ici sur instruction du président de la République pour une sorte de triple mission. D'abord, réconforter la population de Béni qui, comme vous le savez, est frappée par des cas d'insécurité et des massacres à grande échelle perpétrés par les ADF Nalou. Ensuite, s'assurer que les autorités locales ont pris des dispositions pour permettre à la population de Béni de fêter, comme on est en période de fin d'année, dans de très bonnes conditions. Et puis finalement, se rendre compte de la mise en place des dernières décisions sécuritaires prises par le président de la République lors de son tout dernier passage ici à Béni. D'abord, il a rencontré tous les généraux des forces armées de la République démocratique du Congo ici avec les généraux. Ils ont donc fait une sorte de topo sur le plan militaire, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui devait être fait. Le vice-premier ministre a organisé une grande rencontre avec le comité local du Conseil de sécurité de Béni. Évariste Bochab est allé finalement à la rencontre de la population au travers d'une sorte de rencontre et d'un grand meeting organisé dans une grande salle ici à Béni. Là, il a appelé la population à la collaboration. Pour lui, la sécurité est l'affaire de tous. La population doit apporter sa pierre de contribution. Il doit considérer l'armée comme son armée, la police comme sa police, mais aussi les services de sécurité comme étant ses services. Alors, dis-nous comment se présente la situation sécuritaire dans cette entité ce jour de fête? Contrairement à ce qui s'est passé avant, on sent une accalmie à Béni, parce que depuis un temps, comme vous le savez, vous avez les informations, il n'y a plus de morts et des massacres à grande échelle. Les décisions qui ont été prises par la haute hiérarchie, notamment le président de la République, lors de son tout dernier passage ici à Béni, il y a également les autorités locales qui ont pris des mesures épiques. Ces mesures ont été mises en place. Il y a une certaine accalmie. Aujourd'hui, on voit les patrouilles des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police. J'ai même vu qu'en cette période était faite, les éléments de la MONUSCO se sont également joints aux forces de la République démocratique du Congo pour pacifier complètement et permettre à la population de vivre dans la paix. Et concernant le couvre-feu instauré il y a peu, comment la population réagit par rapport à ça? Il y a vraiment des mentalités qui ont commencé à changer à Béni, parce que même le vice-premier ministre, dans son discours, l'a reconnu. Les autorités ont appelé la population à la compréhension et à la philosophie de la haute hiérarchie de la République. On sent que la population de Béni est désormais derrière ces autorités pour que la paix soit finalement retrouvée. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous étions dans un meeting, lorsqu'il a fait 16h-17h, tout le monde s'est retiré pour aller chez lui à la maison. La population a compris que ces couvre-feux est d'une importance capitale pour les moments pour mettre hors d'état des murs tous les ennemis de la paix et lui permettre finalement de retrouver sa paix. Si Pero Luara depuis Béni. Sécurité, plutôt insécurité, on en parle cette fois-ci à l'ouest, à Mbandaka, avec des Kuluna en mal de leadership qui sèment la terreur, mais la situation est sous contrôle et la population est appelée à ne pas céder à la panique, rassure les autorités, un numéro vert est mis à sa portée pour informer et dénoncer tout cas suspect. Tel est le message que le commandant de la police nationale ville de Mbandaka a adressé ce jeudi 25 décembre à la population de la ville chef-lieu de la province de l'Équateur en réaction à une certaine information diffusée à la veille par un certain média qui faisait état de la recrudescence des cas d'insécurité sur la ville de Mbandaka. Au cours de la rencontre qu'il a organisée le même jour avec la presse, à partir de son bureau de commandement police ville de Mbandaka, le commandant ville, le commissaire supérieur Gilbert Mandekizwa, a déclaré que, hormis les quelques cas de Kuluna entre et signalés et maîtrisés par ces éléments, la situation est calme en Mbandaka. La population est appelée à vaquer librement à ses occupations.
Profitant de la même occasion, le commandant PNC d'île de Mbandaka a à nos populations que les autorités viennent de mettre des moyens sûrs à leur disposition. Depuis le 15 décembre courant, ils sont en patrouille mixte FARDC PNC. Ils ont la maîtrise de la situation. Par conséquent, Gilbert Mandé Iziaou invite la population à une franche collaboration avec ses forces de l'ordre en utilisant le numéro vert mis à sa disposition pour informer et dénoncer tout cas suspect. Mbandaka, Pomasi Otenga, Télé 50. Et direction province orientale, comme je vous le disais en titre, une centaine de jeunes en colère ont saccagé les postes des forces navales de la Direction générale de migration ainsi que celui du commissariat fluvial d'Issangui. Et pour cause, les services fluviaux ont, selon eux, rien fait pour aider les victimes du naufrage du baleinière survenu mardi dernier. 30 personnes, vous le savez, sont mortes noyées, tandis que plus de 60 personnes sont portées disparues. La baleinière Viliel-Ocha aurait heurté un rocher le mardi 23 décembre sur le fleuve Congo à Issangui, dans la province orientale. Cela, la principale cause de ce naufrage, causant ainsi la disparition de plus d'une soixantaine de personnes. Le poste de force navale, la Direction générale de migration et du commissariat fluvial du Sangui ont été incendiés le jour de Noël, dans la matinée par une centaine de jeunes en colère. La baleinière qui a fait naufrage devait ravitailler la province pour le fête de fin d'année. Et depuis ce naufrage, le bilan définitif n'a pas encore été établi et au grand marché et de Yafira, les activités économiques tournent au ralenti. Des produits comme le haricot, le sel, le sucre et les savons ont augmenté de prix. Un sac de 60 kg de haricots est passé de 60 000 à 80 000 francs congolais. Le sac de sel de 20 kg s'achète désormais à 20 000 francs congolais au lieu de 13 000 francs congolais. Et le prix des autres produits ont connu des hausses similaires. Selon le cahier de charge des manifestants présenté aux autorités, ces jeunes accusent les services fluviaux de ne rien faire après l'accident de la baleinière dont le bilan officiel n'est pas connu, mais la société civile parle déjà de près de 30 morts et plus de 30 personnes portées disparues. Après une veillée mortuaire de 6 nouveaux corps repêchés la nuit dernière, les jeunes sortis du deuil ont pris d'assaut les postes de la force navale, de la 2e et du commissariat fluvial, tous implantés au port de Lomami à Issangui Centre. Tous les documents administratifs et mobiliers ont été réduits en cendres. Les manifestants ont aussi interdit le déplacement de toutes les baleinières prévues jeudi. Après, ils ont déposé leurs revendications à l'administrateur du territoire ad intérim, accusant les services fluviaux de laisser les propriétaires des baleinières surcharger leurs embarcations. Les revendications fondées et des mesures sévères se prennent pour résoudre ce problème, a promis l'administrateur du territoire ad intérim. La Fédération des entreprises du Congo et le bureau de la société civile d'Issangui ont évalué à plus de 30 tonnes la qualité des marchandises perdues dans ce naufrage. Dans le reste de l'actualité, au Katanga, l'épidémie de choléra refait surface dans plusieurs zones de santé du district du Tanganyika. 6 cas et 0 décès sont enregistrés dans le territoire d'Ankoro, 6 cas et un seul décès dans celui de Manono. La population est donc appelée au respect de règles d'hygiène, à l'assainissement de l'environnement et au lavage de mains au savon et aux cendres. Flashback plutôt heureux sur Noël, c'était hier. Le Premier ministre a donné un cocktail dînatoire aux agents commis à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Une occasion pour Matata Pogno d'encourager ses ouvriers qui travaillent à redonner à notre capitale son éclat d'antan. Plus de limites entre vous et moi, a notamment dit l'homme à la cravate rouge des rigueurs. À la fin de cette dîner plutôt copieux, un concert toujours à l'honneur des C-Euros a été donné à la place des évolués. En Afrique, c'est ce vendredi que s'ouvre au palais de justice d'Abidjan la session d'assises pendant laquelle Simone Gbagbo et 82 autres personnalités de l'ancien régime seront jugées pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce premier procès civil de la crise post-électorale a connu plus de 2 mois de retard sur la date initialement prévue. Cela fait 3 ans et demi qu'on n'a plus vu Simone Gbagbo en public. Elle est considérée comme la plus proche conseillère politique de son époux, l'ancien président Laurent Gbagbo. Son arrestation est intervenue le 11 avril 2011 et rapidement, elle a été placée en résidence surveillée à Odiéné, dans le nord-est du pays, en attendant les actes préparatoires de l'audience. Simone Gbagbo serait en forme moralement et attend impatiemment se présenter devant les juges pour savoir exactement ce qu'on lui reproche.
mais sa défense assure que le dossier est vide et ne mentionne aucune charge spécifique. De l'autre côté, les avocats de 83 accusés considèrent que la procédure n'est pas respectée et évoquent un sentiment d'improvisation. Ils déplorent également n'avoir reçu qu'une seule copie du dossier alors qu'il y a 83 cas à traiter. Mais aucune audience sur le fond n'est prévue ce vendredi. Il s'agit avant tout d'une entrée solennelle. C'est la première fois que Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés se retrouvent dans la même salle d'audience où tous sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et plusieurs crimes lors des élections de 2010, pendant lesquelles 3000 personnes sont mortes. On passe au sport. La Confédération africaine de football a réduit à 3 candidats les listes des